Bonjour à tous, on commence? Eh bien, compréhension des écrits ou compréhension écrite. Tout d'abord, on a exercice 1. Vous travaillez à Lyon. Vous devez organiser un repas d'affaires avec des clients étrangers. Vous cherchez un restaurant qui correspond à vos critères. Je vais essayer de lire doucement parce qu'il y a beaucoup de gens là au niveau A1 ou A2, d'accord? Donc, vous cherchez un restaurant qui correspond donc à vos critères. Cuisine de la région de Lyon. Certains de vos clients ne mangent ni poisson ni viande. Endroit calme. Service de qualité. Vous comparez ces annonces. Pour chaque annonce, cochez oui si cela correspond aux critères ou non si cela n'y correspond pas. Donc vous voyez qu'on a les critères là, il y en a toujours oui, non. Donc on va analyser selon le petit texte proposé. C'est qu'on cherche donc une cuisine de la région de Lyon, c'est qu'on appelle des cuisines régionales. Donc, certains de vos clients ne mangent ni poisson ni viande, donc plutôt un menu sans viande ni poisson. Pourquoi on dit sans viande ni poisson? Parce qu'on part du principe que c'est la viande de bœuf, ok? Donc, c'est pour ça. Certains de vos clients, un endroit calme, donc lieu calme, et service de qualité. D'accord? Donc, on va analyser. On va lire le premier texte et on va analyser. Le resto s'appelle Au Balcon. Donc, qu'est-ce que c'est ces restos-là? C'est qu'il offre. Depuis la salle panoramique de ces restaurants, la vue sur la ville de Lyon est magnifique. C'est le cadre idéal pour un dîner romantique, mais c'est aussi un endroit tranquille pour le repas d'affaires. La cuisine est classique et à base des produits régionaux. Le menu, tous légumes, est très apprécié des personnes qui ne mangent ni viande ni poisson. Le menu tradition permet de goûter des excellents produits comme la truite saumonée, le gâteau de légumes ou les desserts au chocolat. Les serveurs sont mal organisés. C'est dommage. Donc on a un petit texte, maintenant on va analyser. Tout d'abord, il faut savoir que c'est oui ou non par rapport à la cuisine régionale. On va essayer de trouver cette information dans notre texte. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'un restaurant et il s'appelle Au Balcon. Donc, depuis la salle panoramique de ces restaurants, la vue sur la ville de Lyon est magnifique. On parle de la vue? Non. Donc là, il n'y a pas encore de réponse. Ensuite, on a c'est le cadre idéal pour un dîner romantique, mais c'est aussi un endroit tranquille. C'est un endroit tranquille. On a déjà une première information. Pour le repas d'affaires. Donc, ce qu'on organise ici, c'est un repas d'affaires. Donc, on a déjà quelques informations assez intéressantes. Donc, un endroit tranquille, peut-être pour le lieu calme, ça va bien, on va voir. Ensuite, on a la cuisine est classique et à base des produits régionaux. Si c'est à base de produits régionaux, on peut dire qu'il y a une cuisine régionale. Donc, oui ou non? Voilà. Donc, oui. Pourquoi? C'est à base de produits régionaux. Donc, une cuisine régionale. Super. Ensuite, on a le menu tous légumes est très apprécié des personnes qui ne mangent ni viande ni poisson. Donc, il y a des menus sans viande ni poisson. Oui, un menu tous légumes. Donc, on a plus une réponse positive. Ensuite, on a, donc on peut souligner là, et c'est la réponse, ok, pour justifier la réponse. Il faut vraiment souligner non, mais ici, c'est pour vous montrer d'où je sors la réponse. Le menu tradition permet de goûter des excellents produits comme la truite saumonée, le gâteau de légumes ou le dessert au chocolat. Ici, au départ, donc, on avait que c'est un endroit tranquille. Donc, oui, c'est un lieu calme. OK? Donc, c'est pour justifier la troisième réponse. Par contre, on parle du service. Et à la fin, on a les serveurs sont mal organisés. C'est dommage. Donc, par rapport au service de qualité, ici, on a que les serveurs sont mal organisés. Donc, c'est oui ou non pour la dernière réponse. Donc, oui ou non? Voilà. Donc, le dernier critère, c'est non. Mais on a 3 critères positifs et un critère négatif. OK? Bien. Maintenant qu'on a déjà lu
Par rapport au premier, au balcon, on va passer au deuxième. On a le bonheur dans l'assiette. Donc, dans cet établissement, je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez lire un peu mieux, ok? Dans cet établissement bien connu du centre de Lyon, on nous propose une cuisine gourmande pour un excellent rapport qualité-prix. C'est une très bonne adresse pour les amateurs de viande des charcuteries. Si vous ne mangez que de légumes, ces restaurants n'est pas pour vous. Le chef cuisine des spécialités de la région lyonnaise avec des produits de saison. On passe un agréable moment dans ces restaurants, même si l'ambiance animée est un peu trop bruyante. Elle est plutôt réservée aux repas en famille ou entre amis. Les serveurs sont sympas et très attentionnés. Donc ici, on voit déjà certaines caractéristiques complètement différentes. Ce qu'il faut analyser, il s'agit exactement des mêmes critères, c'est la cuisine régionale, le menu sans viande ni poisson, lieu calme et service de qualité. Si on commence, ici on cherche tout d'abord la cuisine régionale. Ici dans notre texte, on a il dit, le chef cuisine des spécialités de la région lyonnaise avec des produits de saison. Donc ici, on peut partir du principe que oui, on a une cuisine régionale également. Donc on a un premier critère respecté. Ok? Ensuite, il nous dit, menu sans viande ni poisson. Là, on a un gros souci. Et pourquoi on a un gros souci? Car depuis le départ, il dit qu'il s'agit donc... C'est une très bonne adresse pour les amateurs de viande et de charcuterie. Donc, si vous ne mangez que des légumes, ces restaurants n'est pas pour vous. Donc ici, on peut penser tout de suite, c'est un grand non. Ok, c'est un grand non. Donc, ce n'est pas vraiment pour les gens qui ne mangent pas des viandes. Ensuite, on a un lieu calme. Donc, ici, on passe un agréable moment dans ces restaurants, même si l'ambiance animée est un peu trop bruyante. Donc, bruyante, les bruits, ça ne vient pas vraiment avec le fait d'être calme. Donc là, c'est à nouveau non. Donc non, pourquoi? Si c'est bruyant, c'est pas vraiment calme. Et en plus, on dit, par rapport au service de qualité, ça nous dit que les serveurs sont sympas et très attentionnés. Donc là, oui, on a un service de qualité. Donc oui, on a 2 critères positifs et on a 2 critères négatifs. Ok? C'est pour ça que c'est intéressant de bien analyser. Quand on prend le temps de souligner, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que là, on retrouve tous les justificatifs. Et là, c'est possible de bien comprendre par rapport à quoi on cherche, si c'est bien ou pas par rapport à ce qu'il souhaite. De façon qu'ici, il nous dit clairement que c'est aussi pour le repas d'affaires, tandis qu'ici, c'est plutôt pour réserver au repas en famille ou entre amis. On pourrait élargir en partant du principe que oui, ça pourrait, mais pas forcément. Quelqu'un dit, le numéro 6, c'est oui? Non, c'est non. Parce que les personnes veulent et souhaitent des menus sans viande. Donc, certains de vos clients ne mangent ni poisson ni viande. Et là, il nous dit que c'est une très bonne adresse pour les amateurs. Amateur, c'est la personne qui aime de viande et des charcuteries. Donc, si vous ne mangez que des légumes, c'est-à-dire si vous mangez seulement des légumes, ces restaurants n'est pas pour vous. Donc ici, on a vraiment noir sur blanc que c'est un non. D'accord? Donc c'est pour ça que le 6, c'est non. D'accord? Bien. On a fait notre première page. Je vous laisse faire la capture d'écran. Je vous répète que j'ai pris cet exercice sur le site officiel. Donc là, vous pouvez les trouver également en ligne. Ok? C'est le DELF B1 tout public. On a d'autres sortes, par exemple IRN pour accès à la nationalité française. Avant c'était ANF, maintenant c'est IRN. On a pour les DELF et scolaires pour les étudiants, mais bref, là c'est le tout public pour les gens en général. Bien, on continue, c'est toujours les mêmes critères. Donc ici, on a un 3e et un 4e restaurant qu'on va essayer d'analyser.
Bien. Pour les gens qui viennent d'arriver, donc bonjour à tous. Si l'objectif c'est d'apprendre portugais, espagnol, anglais, arabe, n'importe quelle autre langue, malheureusement, ce n'est pas pour vous. Là, c'est pour apprendre le français. D'accord? Donc, merci, mais non. Pour ceux qui sont arrivés après, donc soyez le bienvenu. Moi, je m'appelle Rose Gomez, je suis franco-brésilienne. Vraiment, pas de commentaires par rapport à mon accent parce que je le connais déjà, je suis très fière. Pas de commentaires par rapport des sujets qui n'ont aucun rapport avec les sujets du jour, parce que là, au lieu d'aider, on perd du temps en train de travailler d'autres choses. Donc c'est pour ça. Ça c'est bien pour travailler. Surtout le DELF, il est très utilisé surtout pour les études, pour le travail, pour l'accès à la nationalité française. Donc le DELF, c'est le diplôme officiel. Donc c'est le diplôme d'études en langue française. On a le DALF, c'est le niveau approfondi. Donc DELF, c'est A1, A2, B1, B2, DALF, C1, C2. On a également d'autres tests, comme par exemple le TEF, le test d'évaluation en français. On a le TCF, le test de certification en français. Donc là, on peut avoir plusieurs sortes d'évaluations différentes. Mais l'objectif ici, tous les certificats sont basés sur le DELF, ok? Le DELF-DALF. Donc, si vous avez raté, par exemple, le début d'aujourd'hui ou les lives précédents, tous sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, elle sera également disponible en ligne, ok? Il y a énormément de textes, il y a énormément de vocabulaire. À tous qui sont arrivés maintenant, je vous encourage fortement à aller sur ma chaîne YouTube. C'est le même nom, vous voyez? Donc, vous allez chercher. Il y a un lien sur mon profil. En appuyant dessus, c'est la première option sur ma chaîne YouTube. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que là-bas, regardez les playlists. Il y a texte en français. Il y a test en français. Texte avec X, test avec S. Vocabulaire, niveau débutant, niveau A2, niveau B1, niveau B2. Donc, il y a toujours le playlist. C'est plus simple. D'accord? Mais là, on continue parce que si j'arrête pour vous parler à chaque fois, on finit pour ne pas avancer. Bien, on continue. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous arriviez à bien lire. Les lions exotiques. La cuisine proposée par lui, un jeune cuisinier brésilien, est authentique et 100% faite maison. Deux types de plats sont proposés. Des plats typiques des Lions et des plats de son pays d'origine. Au menu, saucisson lyonnais, mais aussi gratin de patates douces ou plat de légumes colorés. C'est délicieux. De l'entrée jusqu'au dessert. En salle, les serveurs sont souriants, mais peu efficaces. Si le soleil de Rio arrive jusqu'à Lyon, vous pourrez déguster votre repas en terrasse en écoutant de la samba, un lieu un peu trop brouillon, surtout en fin de semaine. Donc, ce qu'on analyse là, c'est un niveau B1. On va analyser les restaurants par rapport à la cuisine régionale, le menu sans viande ni poisson, lieu calme, service de qualité. C'est que se répète pour chaque restaurant. La première chose, c'est est-ce qu'il y a une cuisine régionale? Donc là, on parle bien d'un resto qui est proposé pour un chef brésilien. Par contre, il nous dit ici qu'il y en a deux types de plats sont proposés. Deux plats typiques de Lyon et deux plats de son pays d'origine. Dans ce cas-là, le Brésil. Donc, il y a une cuisine régionale. Oui, il y en a. Pourquoi? Parce qu'il y a des plats typiques de Lyon, des plats tradition. Ensuite, il nous dit menu sans viande ni poisson. Donc là, vous voyez qu'au menu, saucisson lyonnais, donc on a une opposition. Le saucisson lyonnais, c'est une viande, oui. Gratin de patates douces ou plat des légumes colorés. Donc, est-ce qu'il y a des menus sans viande ni poisson? Oui. Donc, on a un deuxième critère qui est respecté. Ensuite, on a lieu calme. Là, on a un petit souci. Pourquoi? Il nous dit, c'est délicieux de l'entrée jusqu'au dessert. En salle, les serveurs sont souriants, mais pas efficaces. Ici, on peut souligner déjà par rapport à la dernière réponse. Donc, par rapport au service de qualité. Donc, ils sont souriants. Oui. Mais est-ce que le service est de qualité? Non. Donc, ici, on a déjà un non.
par rapport au service de qualité. Par rapport au lieu, spécifiquement, s'il est calme. Donc ici, il nous dit un lieu un peu trop bruyant, surtout en fin de semaine. Donc ici, on a deux critères qui ne sont pas respectés. Il y a trop de bruit, il n'y a pas trop d'efficacité par rapport au vis-à-vis du serveur. Mais là, il y a quand même de cuisine régionale et de menus sans viande ni poisson. Ok? Ensuite, on a un dernier resto qui s'appelle le piano. Donc, je vais m'approcher un petit peu pour que vous arriviez à lire également. Les deux jeunes cuisiniers du piano travaillent exclusivement avec des produits frais. Vous pourrez découvrir leur cuisine gourmande et naturelle à travers les meilleures recettes lyonnaises. Le menu est imaginé chaque jour en fonction de ce que le chef trouve au marché de Lyon. Ils vous feront goûter par exemple du boudin noir aux pommes ou la célèbre saucisse de Lyon. Il n'y a cependant pas de plat de légumes à la carte. Le service est très professionnel, les serveurs savent conseiller les clients. Les restaurants possèdent un petit salon calme pour les réunions et le dîner privé. Donc, on va chercher les critères ici. Donc, tout d'abord, le premier critère, s'il s'agit d'une cuisine régionale. Ici, on voit bien qu'il y a oui. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il nous dit découvrir la cuisine gourmande, ok, mais surtout, les meilleures recettes lyonnaises, ça ne veut pas dire régional, mais il nous dit le menu est imaginé chaque jour en fonction de ce que le chef trouve au marché de Lyon. Donc, oui, là, c'est des produits locaux. Donc, c'est un grand oui. OK? Donc, ils vous feront goûter, par exemple, du boudin noir aux pommes ou la célèbre saucisse de Lyon. Par contre, là, menu sans viande ni poisson, il nous dit il n'y a cependant pas de plat de légumes à la carte, c'est-à-dire que tous les plats sont accompagnés d'une viande. Donc, ici, c'est non. Le lieu est calme, donc les restaurants possèdent un petit salon calme pour les réunions et les dîners privés. Donc, oui, c'est un lieu calme. Et le service, est-ce qu'il s'agit d'un service de qualité? Donc, il nous dit, le service est très professionnel. Le serveur savent conseiller les clients. Donc ici, le service de qualité, il est respecté. Si on regarde tous les critères et tout ce qui a été demandé, je reviens sur la première page. Donc là, au départ, il nous disait, vous travaillez à Lyon, vous devez organiser un repas d'affaires avec des clients étrangers et vous cherchez un restaurant qui correspond à vos critères. Donc, cuisine de la région de Lyon, certains de vos clients ne mangent ni poisson ni viande, un endroit calme et un service de qualité. On a celui-ci qu'il y a 3 critères positifs et un négatif. Ici, il y a 2 positifs, 2 négatifs. Ici, on a 2 positifs et 2 négatifs. Ici, on a 3 positifs et 1 négatif. Si on regarde bien, on pourrait imaginer que c'est plus facile d'aller soit au premier restaurant, au balcon, ou au dernier restaurant, le piano. Moi, particulièrement, s'il fallait justifier par exemple les choix, ici ce n'est pas le cas. Mais si on va au-delà de ce qui a été proposé. Par exemple, je vous propose ensuite une petite production écrite pour justifier mon choix. Ou alors une production orale. Moi, je choisirais le restaurant au balcon. Pourquoi? Malgré le fait que le service, il n'est pas le meilleur, donc les serveurs sont mal organisés, il y aurait sur la carte des plats qui plaisent à tous, et également il y a une cuisine régionale et le lieu quand même il est calme. Donc pour faire une réunion d'affaires, ça marche très bien. Par contre, ces derniers restaurants ici, malgré le fait qu'il y a une cuisine régionale également, le lieu est calme, il y a un service de qualité, il n'y a pas de plat sans viande ni poisson. C'est-à-dire que pour certains des clients, ça ne serait pas possible d'y manger. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de plat qui leur correspond. Donc là, moi, je préfère de choisir le premier que le dernier. Mais ça, c'est mon choix et là, c'est à moi de justifier. Vous pouvez essayer de faire le même. Essayez de faire un petit texte
ou vous justifiez votre choix par rapport au restaurant présenté. Vous pourriez choisir un autre, par exemple. Moi, je préfère de choisir celui-ci parce qu'il y a les plats pour tous, il y a une cuisine régionale. Par contre, malgré le fait qu'il n'est pas calme et le service n'offre pas trop de qualité, je pense qu'ils vont bien aimer la vue, ils vont bien aimer le plat. C'est un restaurant très recommandé. Donc là, vous pouviez justifier selon votre avis. D'accord? Donc c'est ça que c'est bien, de bien travailler pour aller au-delà de la compréhension écrite. Ok? Bien. On avance un petit peu et on passe à un grand texte et après aux questions. Normalement, quand il s'agit d'une compréhension des écrits, normalement, on a 2 ou 3 documents au niveau B1. Donc, on a un petit texte avec des questions de multiples choix, comme on vient de voir, de QCM, et ensuite, on a des questions ouvertes. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à ce qu'on lit. Bien, je vais essayer de m'approcher, je vais essayer de lire doucement. Donc, parler de langue est-il un atout ou un handicap pour les enfants? Atout, c'est-à-dire un point positif, un handicap, dans ces contextes-ci, c'est le contraire, donc c'est un point négatif. Ok? En France, un enfant sur 5 naît dans un foyer bilingue. Il n'y a pas beaucoup de différences dans le développement du langage entre un enfant bilingue et un enfant monolingue. Donc, bilingue qui parle 2 langues, monolingue qui parle qu'une langue. À 24 mois, les enfants connaissent une 50aine de mots, souligne Barbara Abdelila Bauer, linguiste. Pour les enfants bilingues, ces mots sont partagés entre les 2 langues. Cette situation pourrait laisser croire qu'il y a un retard dans l'apprentissage d'une des 2 langues. Mais quand on étudie le vocabulaire des enfants bilingues et monolingues à 3 ans, on trouve le même nombre de mots en moyenne. Chaque famille a sa propre expérience du bilinguisme. Ainsi, Johanna, qui est irlandaise et vit à Nantes, témoigne. En France, si je parle anglais à mon fils, Mathias, il me répond plutôt en français. Ce n'est qu'en Irlande, là où vit ma famille, et au bout de quelques semaines, qu'il fait des phrases en anglais. Lorsqu'il m'arrive de me fâcher contre mon fils, j'utilise spontanément ma langue maternelle. Je regrette tout de suite après, car j'ai peur qu'il associe la langue anglaise à quelque chose de désagréable. Ibsen est danois. Pour lui, parler sa langue maternelle avec ses filles, c'est surtout transmettre quelque chose de la culture danoise. Je leur apprends des chansons en danois et elles regardent aussi des dessins animés en danois. Mais dans leur vie quotidienne, comme à l'école ou avec leurs copains, c'est clair, c'est le français qui l'emporte. Ce n'est vraiment pas simple de transmettre sa langue lorsqu'on n'est pas dans son pays d'origine. Barbara Adela Bauer évoque un autre point. Encore aujourd'hui, certains pensent qu'un enfant élevé dans 2 langues différentes est aussi moins bien à l'école. Ce qui est faux. De plus, les langues n'ont pas la même image dans la société. Malheureusement, on voit souvent la capacité à parler anglais comme une force, mais pas forcément d'autres langues, regrette Barbara Abdelila Bauer. Je reçois par exemple des couples franco-espagnols qui n'ont qu'une envie, que leurs enfants apprennent l'anglais. D'après Oyana Gabriel sur le site www.20minutes.fr. Donc, c'est notre source. Vous voyez donc quel est le sujet en question. Le fait de parler 2 langues, si c'est un atout, un point positif, ou un handicap dans ces contextes ici, un point négatif pour les enfants. Il y a toute une discussion, car l'objectif, c'est de montrer que quand un enfant, il est plus exposé à une langue, donc normalement, il grandit avec les 2 langues, mais bien évidemment, quand on parle, surtout ici en France, l'enfant à l'école, il a plus des cours de français qu'une autre langue. On voit ça très clairement quand on a, par exemple, un père français ou une mère française et un autre parent qui a une autre origine et qui parle une autre langue. Je vous donne un exemple. Dans mon cas, par exemple, ma langue de base, c'est le portugais. Mon mari, il est français, donc c'est le français. Mais par exemple, chez nous, on parle français tous les temps. Donc, pour la famille, pour les enfants, c'est très difficile d'expliquer le portugais. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas trop exposés à cette langue-là. De même, j'ai des amis, par exemple, dont le papa est arabe et la maman est espagnole. Et les enfants sont nés ici en France. Donc oui, le papa essaie de leur apprendre quelques mots en arabe, la maman de la même chose par rapport à l'espagnol, mais c'est très difficile parce que dans leur vie, au quotidien, ils apprennent toujours le français. Donc dans ces cas-là, c'est pas seulement bilingue, mais
trilingue. Donc c'est à chaque fois plus difficile. Mais bref, on va analyser les questions et essayer de répondre ensemble. Pour ceux qui ont posé la question, j'ai pris sur le site officiel du DELF. Donc c'est le DELF B1, tout public, sur le site du DELF. Ok? Bien, on va voir les questions. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Donc on a des questions de QCM, c'est-à-dire de multiples choix. On a selon Barbara Abdelila Bauer, vers 3 ans, les enfants bilingues A. Ont tendance à mélanger les deux langues. B. Apprennent plus rapidement des mots dont les deux langues. C. Possèdent autant de vocabulaire que les enfants monolangues. Donc, je vous rappelle, bilingue, deux langues, monolangue, une langue. Donc, A, B ou C. Donc, ont tendance à mélanger les deux langues, apprennent plus rapidement des mots dont les deux langues, possèdent autant de vocabulaire que les enfants monolangues. Ici, on parle d'un enfant vers 3 ans. A, B ou C. Si on regarde bien notre texte, ici, à la fin du premier paragraphe, on a cette situation pourrait laisser croire qu'il y a un retard dans l'apprentissage d'une des deux langues. Mais quand on étudie les vocabulaires des enfants bilingues et monolangues à 3 ans, on trouve le même nombre de mots en moyenne. Donc, basé sur cette réponse de notre texte, ici, c'est justement à 3 ans, donc on trouve le même nombre de mots en moyenne. Donc, la bonne réponse, c'est possède autant de vocabulaire que les enfants monolangues. C'est-à-dire qu'indépendamment s'ils parlent une, deux, plus de langues, ils ont la même quantité de mots dans toutes les langues. Ensuite, on a, en Irlande, le fils de Johanna a besoin de temps pour communiquer en anglais avec sa famille. Vrai ou faux? Donc, on a quelques témoignages et parmi ces témoignages, on a Johanna qui parle de son expérience, elle qui est irlandaise et qui vit à Nantes. Donc, on pose la question si son fils a besoin de temps pour communiquer en anglais avec sa famille. Si c'est vrai ou faux. Si on regarde notre texte, ici, il nous dit en France, si je parle anglais à mon fils, Mathias, il me répond plutôt en français. Ce n'est qu'en Irlande, là où vit ma famille, et au bout de quelques semaines, donc oui, il a besoin d'un certain temps, qu'il fait des phrases en anglais. Donc lorsqu'il m'arrive, non, là ça vient après, c'est un autre justificatif, mais bref. Donc là, si on regarde notre question, en Irlande, le fils de Johanna a besoin de temps pour communiquer en anglais avec sa famille. Donc oui, c'est vrai. Pourquoi? Il a besoin de quelques semaines pour parler seulement en anglais. Ensuite, on a Johanna parle plus naturellement l'anglais quand elle est en colère contre son fils. Donc là, c'est justement la question d'après, c'est qu'on lisait entre le vrai et faux. Si on regarde bien, elle dit lorsqu'il m'arrive de me fâcher contre mon fils. Donc fâcher, c'est justement ça. Me fâcher, c'est quand je suis énervée et stressée. Donc j'utilise spontanément ma langue maternelle. Donc oui. Pourquoi? Parce que ça vient directement dans sa langue maternelle. Donc là, c'est vrai. Quand elle est stressée, elle est énervée, quand elle se fâche, elle parle plus naturellement l'anglais quand elle est en colère. Les filles d'Ibsen utilisent les danois quand elles discutent en famille, jouent avec leurs amis, chantent avec leur père. Donc là, il s'agit d'un deuxième témoignage qui c'est justement Ibsen qui est danois. Donc ici, on a Ibsen est danois. Pour lui, parler de sa langue maternelle avec ses filles, c'est surtout transmettre quelque chose de la culture danoise. Je leur apprends des chansons en danois et elles regardent aussi des dessins animés en danois. Mais dans leur vie quotidienne, comme à l'école ou avec leurs copains, c'est clair, c'est les Français qui l'importent. C'est-à-dire qu'elles vont parler français. Donc si on regarde bien, c'est quand elles discutent en famille. Pas forcément. Pourquoi? Parce que là, ça serait plutôt seulement avec lui, Ibsen. Donc, c'est avec quand ils jouent avec leurs amis. Donc non, parce que ce qui l'importe, c'est le français. Donc, ils chantent avec leur père. Oui, Ibsen, donc c'est le papa.
Donc, ils chantent, donc il y a des chansons et il y a des échanges surtout avec le père. Donc, ce n'est pas la discussion en famille tout entière parce que je pars du principe, selon les informations données, que le père, il est danois et la mère, elle est française. Donc, plutôt avec le père et surtout, comme il dit ici dans notre texte, donc, je leur apprends des chansons en danois et elle regarde aussi des dessins animés en danois. Mais ici, vous voyez, hein, dans la vie quotidienne, donc au quotidien, donc c'est les Français qui l'importent. Ok? Au quotidien, il est facile et naturel pour Ibsen de parler danois à ses filles? Vrai ou faux? Au quotidien, il est facile et naturel pour Ibsen de parler danois à ses filles? Donc ici, c'est, par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'on voit bien que c'est le français qui importe. Donc vous voyez ici, hein, mais dans leur vie quotidienne, comme à l'école ou avec leurs copains, c'est clair, c'est le français qui l'importe. Ce n'est vraiment pas simple de transmettre sa langue lorsqu'on n'est pas dans son pays d'origine. Donc vous voyez qu'au quotidien, ils utilisent plutôt le français. D'accord? Bien. Ensuite, on a certaines personnes pensent que les enfants bilingues apprennent moins vite à l'école, ont des moins bons résultats à l'école, communiquent moins facilement à l'école. Donc, apprennent moins vite, ont des moins bons résultats, communiquent moins facilement à l'école. Donc, A, B ou C. Donc, A, B ou C. On va voir. Ici, si on regarde bien notre texte, il nous dit Barbara Adelila Bauer évoque un autre point. Encore aujourd'hui, certains pensent qu'un enfant élevé dans deux langues différentes réussit moins bien à l'école. Ce qui est faux. Donc, par rapport à ce qui a été présenté, les options, ils apprennent moins vite? Non. Mais ils ont des mots. Ici, l'expression réussit moins bien à l'école, c'est un synonyme dans ces contextes ici ont des moins des bons résultats. Donc, ça serait B. Ils ont moins des bons résultats. On voit que c'est faux. Mais par rapport à ce que les gens pensent, c'est ça qu'on comprend. Vous voyez que cette question, elle est plus complexe. C'est pour ça que ça vaut 1,5 point. Ok? Donc, ils arrivent à se communiquer moins facilement, pas forcément, parce qu'ils parlent dans les deux langues. Ok? Ils apprennent moins vite. Non, le rythme, c'est le même. Sauf que les gens pensent qu'ils vont avoir moins de bons résultats. Pourquoi? Parce qu'ils associent le fait qu'ils peuvent se tromper par rapport aux réponses, par exemple, et écrire, par exemple, en danois au lieu d'écrire en français, ou écrire en anglais au lieu d'écrire en français. Barbara Adelila Bauer regrette que l'enseignement des langues soit peu varié, que la société donne trop d'importance à l'anglais, les enfants bilingues soient aussi peu accompagnés. Donc, qu'est-ce qu'elle regrette? On voit ça à la fin du texte. Donc, de plus, les langues n'ont pas la même image dans la société. Malheureusement, on voit souvent la capacité à parler anglais comme une force, mais pas forcément d'autres langues, regrette Barbara. Donc, je reçois par exemple des couples franco-espagnols qui n'ont qu'une envie, que leurs enfants apprennent l'anglais. Donc, on associe comme si apprendre l'anglais, ça a été une grosse force, en sachant qu'apprendre des langues en général, c'est super important, mais c'est un effort aussi fort que d'autres. Donc, si on pense bien, entre l'enseignement des langues sont peu variés, ok, mais ce qu'elle regrette surtout, c'est la société donne trop d'importance à l'anglais. Ok? Donc voilà. Ça a été le deuxième exercice. Je vous rappelle que si vous êtes arrivé après, le live, il est enregistré, il sera disponible sur ma chaîne YouTube très prochainement. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à vous abonner. Les noms, c'est le même. Donc si vous ne savez pas, vous pouvez taper directement sur YouTube, comme ça. Vous allez trouver, ça veut dire je veux apprendre le français, ma langue de base c'est le portugais. Dans mon cas par exemple, moi je suis polyglotte, je parle 4 langues, mais si je me base sur ces textes ici, du bilinguisme,
Au départ, j'utilisais les portugais et les français. Donc, oui, c'est vrai que parfois, on se trompe, mais au bout d'un certain moment, chaque langue a son espace. Et là, on parle naturellement, soit l'une, soit l'autre. OK? Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a 3 fautes. Donc, ça peut arriver. Je vous rappelle que c'est un niveau B1. Peut-être ça arrive parce que le niveau de compréhension aussi, il monte. Donc, c'est pour ça. OK? Bien. On continue? Bon. Ici, on a un gros texte. C'est la même chose pour l'exercice 3. Et après, on aura des questions de multiples choix. OK? Bon. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Comme ça, vous pouvez lire ensemble. L'impact des locations saisonnières sur l'immobilier. Vous voyez que saisonnière, il y a un petit astérisque ici, une petite étoile. Donc ici, on a ici en bas, location saisonnière, mode d'hébergement touristique de courte durée. C'est par exemple quand on part en été pour les vacances d'été ou alors en hiver pour les vacances d'hiver pour faire du ski par exemple. Donc là, on parle de location saisonnière. Aujourd'hui, on voit beaucoup avec Airbnb par exemple. Donc voilà. C'est un fait inquiétant qu'on constate dans toutes les capitales européennes. Les touristes séjournent de plus en plus dans des appartements loués sur des sites internet. Laurent Lopez, directeur d'hôtel, est directement concerné. Notre chiffre d'affaires baisse de 10% chaque année depuis 3 ans. En parallèle, ces nouveaux modes d'hébergement ont provoqué une augmentation du prix du mètre carré. Ainsi, à Barcelone, le quartier historique se vide peu à peu de ses habitants qui, pour des raisons économiques, préfèrent déménager en banlieue. Aujourd'hui, le quartier ne compte plus que 15 624 résidents à l'année, alors qu'ils étaient 27 470 en 2006. Donc, je suis là. Ensuite, par ailleurs, Yolande, qui habite à Paris, nous explique que son quotidien est devenu très difficile en raison des locations saisonnières. Les arrivées et départs à n'importe quelle heure de la journée, le fait toute la nuit, les groupes de touristes qui envahissent le hall de l'immeuble avec leurs valises, on ne sent plus chez soi. Nous ne voulions pas d'ascenseur, mais un voisin qui loue son appartement en voulait absolument un pour attirer les touristes. Ça nous a donc coûté de l'argent, s'énerve-t-elle. J'ai été me plaindre à la mairie, mais ça n'a servi à rien. Le marché de la location saisonnière peut rapporter beaucoup d'argent. En moyenne, 350 € supplémentaires par mois pour les propriétaires des logements loués sur les sites internet de location saisonnière à Amsterdam. Dans cette ville, tout comme à Paris et Londres, les autorités ont déjà décidé de mettre en place des règles pour limiter la durée de location. Les sites internet des locations saisonnières protestent et affirment que les problèmes de logement existaient déjà avant leur arrivée. Pour les habitants des quartiers historiques, la vie n'est plus la même. Les rues pleines de touristes perdent peu à peu leurs magasins de quartier. Fini les boutiques d'autrefois, adieu les voisins qu'on connaît bien. Maintenant, les rues se remplissent des restaurants chics, des boutiques de souvenirs et de valises à roulettes. D'après Anna Morel, sur le site www.partenaire-européen.fr. Donc là, on a un texte où on travaille le fait les impacts de la location saisonnière. Donc aujourd'hui en France, on a un vrai fléau, surtout avec Airbnb. Il y en a énormément de règles et des impôts pour essayer de justifier le fait que les gens ne louent pas pour des locaux, mais surtout sur les sites internet. Donc ça, c'est un sujet d'actualité, malgré le fait que ces modèles-ci, je pense qu'il est 2020 ou 2021. Donc vous voyez que c'est toujours un sujet que revient. Ça, vous pouvez le trouver. Ah, mais ici on parle par exemple de Barcelone. Quand il s'agit d'une évaluation, on peut travailler sur n'importe quel point géographique dès qu'il soit en langue française. Donc ici, après, on revient à Paris, mais on pourrait parler et continuer à parler d'Espagne. Ça, il n'y a aucun souci. OK? Bien, on va essayer de répondre aux questions. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Donc on a ici, je vous montre si vous voulez faire la capture d'écran et après, je vous justifie avec le texte. OK? Bien, on a en Europe, les réservations dans les hôtels ont fortement augmenté. Vrai ou faux? Donc, en Europe, les réservations dans les hôtels ont fortement augmenté.
Vrai ou faux? Bien, on va regarder notre texte et on va essayer de trouver. Ici, il parle d'augmenter, ok? Fortement augmenter. Et ici, on voit, c'est un fait inquiétant qu'on constate dans toutes les capitales européennes. Les touristes séjournent de plus en plus dans des appartements loués sur des sites internet. Et là, on a même un témoignage, Laurent Lopez, qui dit, il est directeur d'un hôtel, notre chiffre d'affaires baisse de 10% chaque année, depuis 3 ans. Donc, ce n'est pas une augmentation, au contraire, ça se réduit. Donc, c'est faux, c'est le contraire, ok? Les réservations dans les hôtels ont fortement augmenté? Non, ils ont fortement baissé. C'est-à-dire que maintenant, les gens cherchent plutôt de louer les appartements sur Internet, c'est pas des hôtels. Donc, c'est pour ça. À Barcelone, les habitants quittent les centres-villes car les logements sont trop chers, petits, bruyants. Donc, chers, petits ou bruyants. Donc ici, on a cette information aussi dans notre texte. Ainsi, à Barcelone, le quartier historique se vide peu à peu de ses habitants qui, pour des raisons économiques, préfèrent de déménager en banlieue. Aujourd'hui, le quartier ne compte plus que 15 624 résidents l'année, alors qu'ils étaient 27 470 en 2006. Donc, vous voyez là que c'est pour des raisons économiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont très chers. Pourquoi? Parce que, comme il y a cette possibilité de louer au long de toute l'année pour les touristes, donc, pour les locaux, c'est trop cher. C'est pour ça. D'accord? Ensuite, on a Yolande trouve que les locations saisonnières donnent une mauvaise image de la ville, ne lui rapportent pas suffisamment d'argent, provoquent trop de passages dans son immeuble. Donc, donne une mauvaise image de la ville, ne lui rapporte pas suffisamment d'argent, provoque trop de passages dans son immeuble. Donc là, si on regarde bien, donc on a un témoignage de Yolande. Elle habite à Paris et elle nous explique que son quotidien est devenu très difficile en raison des locations saisonnières. Donc ici, la première chose, les arrivées et départs à n'importe quelle heure de la journée, le fait toute la nuit, les groupes de touristes qui envahissent le hall de l'immeuble avec leurs valises. On ne se sent plus chez soi. Donc ici, si on voit bien, provoque trop de passages dans son immeuble. Par rapport à la ville, on ne parle pas de mauvaise image de la ville, au contraire. À aucun moment on parle de ça. Et on ne parle pas d'elle spécifiquement parce qu'elle ne loue pas son appartement. C'est son voisin qui le fait. Donc, provoque plutôt trop de passages dans son immeuble. Pour quelle raison Yolande est-elle en colère? Donc, pour quelle raison Yolande est-elle en colère? Parce que les touristes ne la saluent pas, les dépenses de l'immeuble ont augmenté, la mairie autorise trop de locations saisonnières. Donc, les touristes ne la saluent pas, ne disent pas bonjour à Yolande. Les dépenses de l'immeuble ont augmenté, la mairie autorise trop de locations saisonnières. Donc, si on va bien dans notre texte, on a cette réponse aussi. Donc, nous ne voulions pas d'ascenseur. Ascenseur, c'est pour la copropriété, hein. Mais un voisin qui loue son appartement, on voulait absolument un pour attirer les touristes. Ça nous a donc coûté de l'argent, s'énerve-t-elle. J'ai été me plaindre de la mairie, mais ça n'a servi à rien. Donc, ils ont dû mettre un ascenseur qu'elle ne voulait pas, et ça, comme c'est une charge de copropriété, tout le monde a dû payer. Donc, les dépenses de l'immeuble ont augmenté. Ensuite, on a, pour ceux qui demandent le niveau, s'il vous plaît, essayez de lire. On a les réponses si vous regardez bien, n'est-ce pas? Bref. D'après les sites internet des locations saisonnières, les difficultés à se loger en centre-ville ne sont pas nouvelles. Donc, vrai ou faux? D'après les sites internet des locations saisonnières, les difficultés à se loger en centre-ville ne sont pas nouvelles. Donc, vrai ou faux? Donc, là, on a cette réponse également. On a ici, les sites internet des locations saisonnières protestent et affirment que les problèmes des logements existaient déjà avant leur arrivée. Donc,
Ici, oui, c'est vrai. Donc, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que ça existait déjà avant. Ok, ces difficultés étaient déjà là. Les habitants des centres-villes regrettent l'absence de solidarité des voisins, les manques d'éducation des touristes, la disparition des commerces de proximité. Donc, qu'est-ce qu'ils regrettent? Si on regarde bien, on a également cette réponse. Donc ici, si on va bien, donc pour les habitants des quartiers historiques, la vie n'est plus la même. Les rues pleines de touristes perdent peu à peu leurs magasins de quartier. Donc, fini les boutiques d'autrefois, tatati tatata. Donc, la disparition des commerces de proximité. Ok? Parfois, on parle d'éducation, parfois, on parle d'absence de solidarité des voisins, mais dans notre texte, c'est surtout la disparition des commerces de proximité. Et finalement, en séjournant dans les centres-villes, les touristes ont accès à une vie de quartier traditionnelle. C'est vrai ou faux? En séjournant dans les centres-villes, les touristes ont accès à une vie de quartier traditionnelle. C'est vrai ou faux? Donc là, on pourrait voir, selon notre texte, que fini les boutiques d'autrefois. Donc, fini les boutiques d'autrefois, adieu les voisins qu'on connaît bien. Ça, c'est ce qu'on appelle donc plutôt de traditionnel. Donc, maintenant, les rues se remplissent des restaurants chics, des boutiques de souvenirs et des valises à roulettes. Donc, c'est faux. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est comme si tout était fait pour les touristes et pas forcément pour les locaux. Donc, ça laisse d'être un quartier traditionnel pour devenir un quartier attirant et pour répondre aux besoins des touristes. Donc, ici, c'est faux. Bon, vous avez remarqué que toutes les réponses, elles sont dans le texte. Donc, si vous lisez bien votre texte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les réponses, elles étaient aussi en séquence. C'est-à-dire que toutes les réponses, je les ai trouvées du début jusqu'à la fin en ordre. Donc, si vous lisez bien, c'est possible que la première réponse, ça sera la première chose que vous allez trouver dans votre texte, et comme ça, jusqu'à la fin. Parfois, on a une inversion parce qu'on peut travailler un même sujet de deux façons différentes. Mais en général, c'est comme ça qu'on retrouve les réponses dans un texte. Ok? Donc, ça c'est bien. On a travaillé le niveau B1. Chaque compréhension, donc on a la compréhension des écrits, la compréhension orale ou des oraux. On a la production écrite et la production orale. Chaque compréhension vaut 25 points. Et à la fin, il faut au moins 5 points sur chaque compréhension pour valider votre compréhension. Et en plus, il faut au minimum 50 points par rapport au DELF pour réussir ce niveau-là. Donc là, on a travaillé une compréhension niveau B1. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Donc là, c'est la dernière page. Ça, c'est le texte qu'on a travaillé avec. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran également, en sachant que j'ai pris ces tests sur le site officiel. Vous pouvez les trouver en ligne facilement si vous tapez compréhension des écrits DELF B1. Bah super, voilà. Pour les fautes en général, il faut regarder aussi par rapport à la quantité des points. C'est important de savoir que en général, si vous faites trop de fautes, les jours de l'évaluation, c'est plutôt le stress, ça peut arriver. Mais en général, quand on a trop de difficultés, c'est parce que ce n'est pas vraiment le niveau de la personne. Donc, c'est bien d'analyser aussi. Parfois, on a plus de facilité parce qu'on connaît mieux le vocabulaire. Parfois, on ne comprend pas bien le vocabulaire parce que vous voyez qu'on utilise aussi des synonymes. OK? Certaines fois. Donc là, le texte qui vient avec. On a encore par rapport au ça, ça a été le 12e exercice. Par rapport au premier exercice, on avait ça et ça. Voilà. Je vous rappelle tous que le live, il a été enregistré. Il sera disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous voyez ici qu'il y a les trucs de mon profil. Si vous appuyez 2 fois au-dessus, il y a l'option, il y a mon profil. Et il y a un lien que c'est Linktree. Donc, vous allez appuyer dessus. La première option, c'est ma chaîne YouTube. Donc, cette vidéo, elle sortira prochainement. Il y a déjà des vidéos
plusieurs vidéos, hein, il y a presque 900 vidéos disponibles. Donc regardez les vidéos, les titres sont toujours par rapport à ce que nous sommes en train de travailler. Il y a des cours complets, il y a du vocabulaire, il y a des textes, il y a des tests, donc vous pouvez chercher selon votre niveau. Je vous rappelle que si vous allez passer prochainement une évaluation et si vous avez trop de difficultés avec surtout la production écrite, je vous recommande Comment m'y écrire en français. C'est un e-book, c'est-à-dire c'est un livre numérique, mais que c'est très très intéressant pour mieux travailler. Beaucoup de gens me demandent mais je ne peux pas avoir au format papier. Au format papier, ça vous coûterait à peu près 30 € de plus. C'est pour ça que c'est un e-book. C'est le même travail. La différence, c'est qu'elle n'a pas été envoyée à une maison d'édition. Mais c'est un très bon e-book pour la production écrite. Ce n'est pas des astuces de grammaire. Ce n'est pas pour montrer la différence entre ça va avec CCD et ça va avec S. Ce n'est pas pour montrer que bonjour, on écrit ensemble et pas séparés. Mais c'est plutôt comment bien écrire une rédaction, des astuces pour mieux écrire une rédaction. Je conjugue, c'est la base de la base. Donc, si vous êtes en train de commencer à apprendre le français, commencez par là. Le présent, c'est les tons verbal qu'on utilise les plus au quotidien. Et en plus, c'est la base pour le passé composé, le futur proche, le futur simple, le conditionnel, l'imparfait, le passé récent, les subjonctifs, l'impératif, parmi d'autres. Donc, c'est la base. Là, on travaille le présent à fond. Il y a des tableaux de conjugaison. Après, vous apprenez bien le présent, vous pouvez l'adapter et utiliser pour tous les temps verbaux. Après, vous pouvez utiliser également les verbes qui sont expliqués là-dedans pour former des phrases, des textes. Donc, il y a toujours une façon d'adapter et continuer à travailler. Et bien évidemment, il y a le passé composé. Si et seulement si vous souhaitez faire une formation avec moi, ce n'est pas un cours privé, hein, c'est une formation. C'est-à-dire qu'il y a l'agenda de français, c'est-à-dire qu'il y a un sujet à travailler chaque jour de l'année, selon les niveaux. Par contre, par rapport aux formations, maintenant, j'ai des disponibilités au niveau A2, B1 et B1, B2. Je n'ai plus de place pour le niveau B2. Pour le niveau A1, A2, j'ai encore pour ceux qui vont prendre la formation initialement en portugais. Celles qui prennent directement en français, je n'ai plus de place. Je ne prends que 20 personnes, hein, parce que pour travailler efficacement, sinon je ne suis pas capable de bien gérer. Qu'est-ce que vous avez dans l'accompagnement personnalisé? Il n'y a pas de rendez-vous directement entre nous. C'est qu'il y a des vidéos que je vous envoie, que ce sont des vidéos exclusives, faites justement par rapport au sujet du jour. Il y a des exercices et corrigés, comme ici on a travaillé en compréhension écrite, donc je vous envoie la compréhension écrite, et ensuite, en fin de journée, je vous envoie les corrigés. Il y a des compréhensions orales, il y a des dictées, il y a des quiz, il y a des tests, donc il y a des évaluations. Donc c'est comme si c'était un cours privé. La différence, c'est que je ne vais pas vous donner les cours directement et on n'aura pas de rendez-vous. Il n'y a pas cet échange-là. Bien évidemment, les échanges, les règles des échanges, elles sont définies depuis le départ. Je vous explique tout après. Ici, c'est un produit. Ici, c'est une prestation de service. Tous les deux ne sont pas gratuites, elles sont payantes. Ah, mais pourquoi? Parce que c'est mon travail. Vous travaillez gratuitement? Non, moi non plus. Donc voilà, les lives sont gratuits. Ce que je vous partage sur YouTube, c'est gratuit. Ici, c'est une prestation de service. Imaginez toujours que si je prépare une évaluation et si je corrige une évaluation, ça me prend énormément de temps. Donc c'est pour ça que c'est une prestation de service. Le niveau A2, B1, ça coûte 11 fois des 28 €. B1, B2, 11 fois des 30 €. Donc, c'est un engagement au long d'un an. Parce que non, personne n'apprend une langue du jour au lendemain. Ah, mais j'ai besoin de passer mon évaluation au mois de février. Bah, tant pis pour vous, il fallait commencer avant. Ah, mais j'ai besoin de parler couramment B2 au mois de juin. Donc, bah, vous allez vous réveiller en parlant français et vous allez dormir en étudiant. Parce que là, comme je vous ai dit, une langue, c'est une chose qu'on met du temps pour apprendre. Imaginez-vous combien d'années vous êtes allé à l'école pour apprendre votre langue maternelle. Voilà. Et est-ce que vous la maîtrisez parfaitement bien? Pas encore? Voilà. Donc pourquoi vous imaginez-vous que vous allez maîtriser le français au bout de quelques jours? Ça n'existe pas. OK? Voilà. Mais c'est que je vous invite, je vous encourage pour ceux qui veulent et qui peuvent se permettre de faire la formation avec moi. Moi, je suis prof de français, diplômée. Je suis prof agrégé ici en France, donc je suis prof de français niveau 3e, je suis prof aussi universitaire, je suis prof de littérature. Donc vous voyez qu'ici, parfois, pour que vous puissiez comprendre un peu mieux, j'utilise le vocabulaire au plus simple, donc c'est pour ça que parfois j'hésite un petit peu parce que je cherche des mots vraiment simples. Je parle doucement, parce que l'objectif c'est d'être accessible aux gens du niveau A1 par exemple, et A2. Et moi, quand je suis en train de vous lire ici,
Je lis à travers mon écran, donc c'est difficile à lire également. Pourquoi? Parce que je tiens mon portable avec la main gauche, je prends des notes, je lis vos commentaires, donc là, il y a plein de choses. Surtout, mais c'est pour les commentaires, mais pour vous montrer. Par exemple, cette personne ici, j'ai besoin. Bah, ici, on a quelques fautes, hein, donc il manque le verbe. Besoin, il n'y a pas de S. J'ai besoin de quelque chose, donc j'ai besoin de quoi? Il fallait expliquer un peu mieux. Ne prenez pas mal, hein, Abdallah. C'est plutôt Abdellah. Donc c'est juste pour vous expliquer. Mais c'est pour montrer qu'il y a une personne, par exemple, cette personne, elle est au niveau A1. Donc, vous pouvez trouver des vidéos sur ma chaîne YouTube. Cherchez niveau débutant sur ma chaîne YouTube. Vidéo en français, niveau débutant. Là, il y a plein de vidéos gratuites. Pour la formation, je n'ai plus de place au niveau A1, A2. Hein. Je suis désolée, elles ont été prises au premier jour. Il y a si vous parlez portugais, mais si ce n'est pas le cas, il n'y a plus de place. Pour le niveau A2, la personne qui vient avec cette difficulté ici, il est correct, c'était plutôt comme ça. J'ai besoin de cette formation, par exemple. Donc ici, on a une phrase complète et correcte par rapport à la même phrase, ok? Donc, où j'en ai besoin. On pourrait utiliser niveau B1. Mais bref, pour écrire ça, c'est le niveau A2. Et le B1, c'était plutôt j'en ai besoin de ça. Donc voilà. Si vous êtes au niveau A1, je vous conseille pour l'instant de commencer par ma chaîne YouTube en sachant qu'il y a donc presque 900 vidéos disponibles gratuitement. La formation, elle est payante parce que, comme vous voyez, ça exige du temps, ça exige d'un accompagnement, ça exige d'une préparation. Donc, la personne, elle se fera accompagner au long de l'année, mais ce n'est pas des cours privés. Cours privés, toujours il y a les moments vraiment, on aura rendez-vous tous les lundis à 20h. Non, là, je vous envoie les documents et vous allez travailler en autonomie, ok? Bah, comme je viens de dire, je n'offre pas de cours privés, je vous répète, donc, non. Pourquoi je ne fais pas des cours privés? Parce que je travaille énormément. Mais non, mais pourquoi? Parce que là, nous sommes pendant la semaine de fête, hein, de Noël et de la nouvelle année. Donc, je n'offre pas de cours privés. Pourquoi? Parce que c'est un engagement que j'ai besoin du temps pour le faire. Et je n'ai pas. Je suis prof au collège, je suis prof à l'université. Ce que je vous offre, c'est soit ma chaîne YouTube, qui c'est gratuitement, soit un accompagnement personnalisé. C'est un cours privé? Non. Quelle est la différence? Un cours privé, on a un rendez-vous préétabli. Un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que c'est une vidéo, je vous envoie la vidéo. C'est un jour d'exercice, je vous envoie l'exercice. Même nous, on ne va pas faire ensemble, ok? La formation pour le niveau B1, attention, il faut avoir le niveau A2 confirmé, ok? Ça, c'est important. Donc, maintenant, je déplace seulement A2, B1, B1, B2. A2, B1, c'est 11 fois de 28 €, 11 fois. Et B1, B2, c'est 11 fois de 30 €. C'est cher. Non, ce n'est pas cher. 1 heure de cours privés avec moi, c'est 30 €. Le prix, et je me base sur les prix français. Moi, j'habite en France. Mais pour moi, j'habite ailleurs, donc c'est cher. Pensez toujours comme ça. Ce qui est cher pour certains, ce n'est pas du tout pour l'autre. Je ne peux pas offrir une formation à 99 centimes en sachant que pour moi, 99 centimes n'achète absolument rien ici en France, d'accord? Donc, on se base sur le prix français. Une fois de plus, j'habite à Lyon, en France. Et en plus, il faut penser que c'est une prestation de service qui prend du temps. Quand vous prenez, par exemple, votre baguette à la boulangerie, elle est gratuite? Non. Elle est payante, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que derrière, il y a un boulanger qui a tout préparé. Voilà. Vous voulez une formation? Vraiment, derrière, il y a un professeur. Dans ces cas-là, moi. Si vous avez besoin, par exemple, que quelqu'un garde vos enfants, une nounou, par exemple, il faut payer, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Mais vous n'offrez rien gratuit? Si, je viens de faire 1 heure de cours en français et sur ma chaîne YouTube, il y a presque 900 vidéos disponibles. Donc si, il y a énormément de trucs gratuits que je vous offre. Mais il faut penser que derrière ça, oui, moi aussi, j'ai des factures à payer. Donc c'est pour ça. D'accord? Ne pensez pas du tout que c'est avec 20 personnes que je vais accompagner en payant entre 20 et 25 et 30 € par mois que je vais devenir riche. C'est loin de là. Si vous faites le calcul, ça ne paye même pas mon loyer. Donc, non.
Ou à Lyon, ça, ce n'est pas important parce qu'en tout cas, je ne vais pas recevoir personne chez moi. Et moins encore, je vais donner mon adresse en ligne, n'est-ce pas? J'habite à Lyon, c'est déjà une information suffisante. Donc, je n'ai pas des centres, je ne travaille pas dans un centre. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, comme je vous ai dit, parfois ça donne l'impression que je suis trop agressive avec ma façon de parler, un peu stupide. Mais ça, c'est mon caractère, à moi. Quand je vous dis, par exemple, je ne donne pas mon numéro de téléphone. J'ai presque 275 000 abonnés. Imaginez-vous qu'il y ait 1% de ces personnes-là, ils ont accès à mon numéro de téléphone. Vous allez m'appeler pourquoi? C'est pas possible. Donc, mettez-vous à ma place. C'est pour ça que je ne donne pas mon numéro de téléphone. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter en privé ou à travers mon adresse mail. Mais ne cherchez pas des numéros comme ça parce que c'est pas comme ça que ça marche. En outre, désolé si je vous l'ai dit à nouveau, mais ce n'est pas Tinder. Donc, s'il vous plaît, je reçois à peu près 300 messages par jour de je suis mariée, j'ai une très belle famille. C'est pas mon intérêt. Je ne cherche personne. Si vous cherchez quelqu'un, Tinder, c'est pas ici, hein. C'est pas l'objectif. Et quand je dis ça, ne prenez pas mal. Mais malheureusement, vraiment, hein, vous pensez vraiment que c'est pendant un live que vous allez trouver l'amour de votre vie, que vous allez trouver quelqu'un. C'est faux, hein. Sauf si le live est là spécifiquement avec cet objectif-là. C'est pas du tout mon cas. Donc, si vous cherchez quelqu'un, cherchez ailleurs, pas pendant mon live. Mais bref, dis ça, j'ai faim. Je commence à me stresser parce que j'ai faim. Donc, je vous encourage, une fois de plus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui, bientôt, elle sera disponible. Je vous ai partagé une vidéo à midi en vous expliquant justement ma formation. Si vous avez l'intérêt, c'est bien pour travailler la production orale, la compréhension surtout. Donc, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et regarder la dernière vidéo. Il y a toute l'explication de comment ça marche. Il y a mon visage que je vous montre là-bas. Si bien que ça n'a aucune importance, mais voilà, je vous explique toute la formation, je vous montre en image. Donc, c'est plus simple, d'accord? Je vous remercie tous. Demain, je vais essayer de faire un petit live. Je ne sais pas si ça sera possible ou pas, mais en tout cas, s'il y a l'événement live disponible, c'est parce que je le ferai. Sinon, c'est parce que je le ferai autrement. Mais voilà, donc merci à tous qui ont envoyé des cadeaux. Merci beaucoup, c'est gentil. Ceux qui peuvent envoyer, merci, je vous remercie. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Je vous repasse les pages qu'on a fait aujourd'hui. Je vais enlever les sons, d'accord? Donc, je ne parle plus. Dernière information, prochaine vidéo aujourd'hui à 17h, heure française. Aujourd'hui à 17h, heure française. Ça a été la vidéo d'hier. Elle est déjà disponible. Ok? La vidéo d'hier est déjà disponible. Donc, si vous avez raté, elle est déjà disponible. Prochaine vidéo aujourd'hui à 17h, heure française. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ok? Voilà. L'adresse est là. Donc, cherchez ça. Ok? Voilà. C'était le niveau B1 qu'on a travaillé aujourd'hui. Ce qu'on a travaillé hier, c'était niveau A1, A2. Cherchez les niveaux. Allez-y. Vous entrez sur YouTube. Il y a la vidéo Cherchez l'option playlist. Après, vous cherchez votre niveau. C'est le niveau débutant. Vidéo niveau débutant. C'est niveau A2, prenez le niveau A2. En sachant qu'une personne niveau A1, elle comprend bien le niveau A1. Une personne niveau B1, elle comprend niveau A1, A2, B1. Donc, vous avez plus de possibilités. D'accord? Bien. Merci et au revoir.